Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ces échanges autour de deux questions ce soir. L'audit de l'autorité de régulation des marchés publics et gestion budgétaire 2020. 130 milliards d'irrégularités retenues contre 38 structures. Et le sujet 2, nous allons parler de cet apport de 63 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour la modernisation du port autonome de Cotonou. Et ce sera avec Eloge Francis Attali, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Depuis le Malawi, Dr Paul-Marie Wessou. Bonsoir. J'espère que vous nous entendez. Déjà sur ce plateau, Julio Tometi. Bonsoir. Voilà, on va peut-être commencer par celui qui nous vient de loin, Dr Paul-Marie Wessou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UAC, analyste politique également. Voilà, cet audit de l'autorité de régulation des marchés publics qui s'est auto-saisi de cet audit, qui s'est auto-saisi de ces situations-là, des structures, en tout cas des entités contractantes, de quelques entités contractantes au nombre de 38, et les irrégularités de diverses sortes, on ne parle pas de détournement mais d'irrégularités, diverses sortes, culminent à un montant quand même important de 130 milliards de francs CFA. Déjà, qu'est-ce que vous inspire cette publication de l'autorité? On va peut-être commencer par Eloge Francis Attali. Non, mais il faut avouer évidemment que le contrôle est bienvenu. Vous savez que l'autorité s'est auto-saisie pour commanditer en fait un contrôle pour voir dans quelles conditions les marchés publics sont passés. En dépit des structures de contrôle, vous savez qu'il y a des commissions qui sont mises en place, en fait, les CCMP, qui sont chargées d'assister évidemment les PRMP et de contrôler évidemment toute la chaîne, depuis le processus jusqu'à la fin. Mais il existe aussi une direction nationale dédiée au contrôle et l'exécution des commandes publiques. Je crois que malgré ça, il y a quand même quelques petits problèmes liés à des erreurs en fait dans la passation des marchés publics. Et il faut d'abord reconnaître à l'autorité de régulation ses qualités, parce que celui qui l'anime, je crois qu'ils sont nombreux, mais le patron, il est digne de foi, et puis c'est un monsieur assez intègre, puisqu'il a fait un parcours politique avec lui en 2014. Vous connaissez bien son parcours. C'est l'affaire Bambata, c'est quand même un homme connu. Donc très intègre. Ah mais non, je ne dis pas l'ancien PCB, non mais ça quand même désormais il n'est plus PCB. J'ai dit un ancien. Mais oui, mais écoutez, il a des qualités avérées, et puis il ne peut pas cautionner la malgouvernance. Donc c'est bienvenu qu'à la tête de cette institution, qu'il ait commandité des audits pour pouvoir comprendre davantage comment est-ce que les marchés publics sont passés. Au niveau de plusieurs agences, mairies et ministères, il y a eu des irrégularités qui ont été constatées. Bon, ça va permettre d'améliorer qualitativement évidemment les procédures. Exactement, c'est ça. Pour voir si les deux lois qui ont été votées, enfin il y a la loi de 2017 et celle de 2020, avec les décrets d'application, est-ce que les entités en charge de la conduite du processus suivent effectivement les procédures qui ont été définies pour être conformes aux normes, afin que tout se passe suivant les règles de l'art. Je crois que c'est d'abord l'intérêt évidemment de l'audit, maintenant pour que, parce que c'est à partir de 2020. Oui, 2020. 2020. Bon, donc, je crois que la commission a fait son travail. La commission, je crois, ça a démarré, la commission a démarré ses travaux, je crois, le 7 juin, et a fini d'abord pour une première phase, je crois, le 31 août, et a prolongé jusqu'au 30 septembre. Il y a eu 2 phases d'intervention. Et le rapport synthèse a été présenté. Les constats sont ceux que vous venez d'évoquer. Bon, il reste maintenant ce que l'autorité l'exploite. Voilà, Julio Tometi. Oui, contrairement en fait à une certaine opinion qui s'est alarmée en se posant mille et une questions pour dire est-ce que c'était normal qu'on retrouve ça encore à l'ère de la rupture où les mécanismes de répression semblent être de plus en plus renforcés?
Je dis non, c'est simplement parce que en fait, il faut avoir lu le rapport un peu pour savoir de quoi il est question. Il faut préciser qu'on ne parle pas de détournement. Non, on ne parle pas de détournement. En fait, et même au-delà de ça, en fait, on parle d'irrégularité. Et c'est un peu plus de 500 administrations auditées. Et donc, nous avons 38 dans lesquelles il y a eu de ces irrégularités. C'est pour dire quoi? Avec le mécanisme de détection, d'accord, est activé, d'accord, et fonctionne très bien. Et il y a une volonté manifeste de ne pas couvrir, mais de ne pas couver d'une certaine façon les irrégularités. Sous d'autres cieux, peut-être on aurait maquillé ça ou on aurait peut-être présenté ça à une certaine hiérarchie d'abord, quitte à avoir un certain aval avant que cela n'apparaisse sur la place publique. Ceci permet, en fait, c'est le rôle des audits, en fait, dans toute entreprise. Les audits n'ont pas pour première vocation forcément d'aller chercher, peut-être forcément la faute pour punir, mais ça permet, comme vous l'avez dit tantôt, de peaufiner en fait les procédures, là où il y a des goulots d'étranglement, de faire en fait ce qu'on appelle en fait des sessions de remise à niveau d'une certaine façon pour que en fait les procédures ou bien le mécanisme soit partagé de tout le monde, pour que les règles en fait de partage de marché soient uniformes en fait au niveau de toutes les administrations. C'est comme de cette façon, voilà, moi je dis que d'une certaine façon même que notre administration se modernise et notre administration travaille à plus de crédibilité. Parce que vous savez, on a 77, je prends le cas, il y a eu 4 ou 5 communes qui ont fait sur 77 communes, imaginez un peu, ça veut dire que véritablement, il y a un travail qui se fait, les gens travaillent davantage à rendre le meilleur d'eux-mêmes pour que, en fait, la gabegie financière que nous avons observée, peut-être il y a quelques années, soit des choses rangées au passé. Donc, en fait, nous attendons maintenant peut-être jusqu'à l'année prochaine, 2021, 2022. Beaucoup se posaient aussi la question de savoir pourquoi c'est en 2023 qu'on sort un rapport d'audit de gestion budgétaire 2020. La question se pose dans le sens que, bon, en fait, c'est quoi? Il faut voir, en fait, que pour faire, en fait, véritablement travailler à beaucoup de ces mécanismes budgétaires, d'une certaine façon, il y a du temps, en fait, pour clôturer. En fait, l'année budgétaire est clôturée le 31, mais véritablement, le travail en vérité pour en fait, en termes de formalisme, en termes de préparation des documents, ainsi de suite, et le travail d'audit aussi, c'est un travail extrêmement lent parce que, en fait, il faut y prendre tous les soins. Donc, en fait, c'est simplement un baromètre pour voir, en fait, pour juger un peu de l'état de notre administration. Et je pense pour moi, contrairement à une certaine opinion, ça ne me fait pas frémir, ça me rassure de ce que les choses vont un peu plus bien que par le passé. Nous allons essayer de nous mettre en relation avec le docteur Paul-Marie Wessou pour avoir son avis sur la question. Bon, je ne sais pas si j'ai la parole, mais... Oui, vous avez la parole. J'ai très bien entendu. J'ai très bien entendu, je ne sais pas si... On vous entend, on vous écoute. Oui, bon, moi, j'ai d'abord avec la terminologie, j'ai irrégularité, ça veut dire quoi? Oui. J'ai vraiment un problème avec cela. Si c'est un détournement, il faut le dire clairement, qu'on sache que c'est un détournement. Parce qu'une irrégularité peut être simplement il y a les justificatifs, par exemple, ne sont pas en forme, comme on l'avait eu. Vous vous rappelez avec les comptes de Covid. Oui. Et dans ce cas... Pour avoir plus de précision, quand on regarde dans le rapport, quand on parle d'irrégularité, par exemple, c'est par exemple le non-enregistrement et dans l'ordre d'arrivée des plis dans un registre spécial côté paraphé de l'autorité de régulation des marchés publics. On parle aussi, toujours en termes d'absence de preuve de publication du PV d'ouverture en ce qui concerne par exemple l'agence territoriale de développement agricole de la vallée du Niger, montant de point préjudice de 22 millions de francs CFA. On parle encore plus loin toujours d'absence de preuve, d'existence d'incohérence
dans la conduite de l'évaluation des offres. On parle encore, pour un dernier exemple, on parle, oui, toujours d'incohérence, on parle de non-élaboration du procès verbal d'attribution provisoire, ainsi de suite. Voilà. Oui, je pense sincèrement que les sommes en jeu sont faramineuses et que si c'est vraiment des irrégularités qui ont pour finalité le détournement d'argent, il ne faut pas banaliser cela, il ne faut pas dire que l'administration, enfin, on travaille à mettre à jour cela, il ne faut pas banaliser cela, c'est beaucoup d'argent, je me trompe, 138 milliards de francs, c'est quand même pas quelques milliers de francs, quoi. Donc, moi, je voudrais d'abord dire que on avait déjà discuté cette question de corruption ou je sais pas, corruption, moi je vais l'appeler, dans nos administrations. Et comme je l'avais souligné en ce moment, c'est que nous avons, bien sûr, comment dirais-je, un projet d'avoir une société où les corruptions sont disons, limitées à leur plus faible valeur. Et si c'est cela, nous avons besoin d'éduquer les gens. Nous avons besoin de leur donner les outils nécessaires de compréhension de la société dans laquelle nous voulons vivre et de faire de sorte qu'ils comprennent que les détournements d'argent ne sont pas, ça ne fait pas de mal qu'à un seul individu, c'est à toute la nation qu'on fait du mal et qu'en ce moment, il va falloir disons, savoir raison garder dans la gestion de l'argent. Et on parle ici des institutions de passation de marché. Et de plus en plus, c'est ce que moi je constate, ce sont ces institutions-là qui sont mises en cause. Rappelez-vous, la SBE, la dernière fois, c'était toujours ce secteur de passation de marché. Et donc, on peut se demander mais quel est le problème avec cette institution-là, comment prendre en main ou reprendre en main cette institution-là pour que il y ait moins de dégâts, enfin de corruption dans ce secteur, parce que, voyez-vous, les passations de marché ont toujours été un problème. Et si vous allez dans les comptabilités aussi, vous verrez que ça a toujours, c'est toujours des problèmes. Et on doit se demander, est-ce que le contact avec l'argent, c'est le contact avec l'argent qui crée cela, ou bien qu'il y a plutôt un vrai problème avec les personnes qui sont quand même qui suivent des formations, je crois qu'ils vont jusqu'au master pour savoir comment gérer, donc faire de la comptabilité, comment faire les passations de marché. Et ce sont surtout donc ces gens qui ont suivi toute cette formation qui sont encore impliqués dans ces détournements ou irrégularités. Moi, je voudrais vraiment qu'on reprenne notre système éducatif en main et qu'on fasse de sorte que les gens comprennent où est-ce que nous voulons aller et pourquoi nous devons aller là-bas et qu'est-ce que nous serons si nous sommes là-bas et qu'est-ce qu'eux-mêmes ils seront s'ils sont là-bas et tout le mal qu'ils font à cette démarche pour aller vers cette société où on va aller. Et moi, c'est à cela que je vais appeler. Voilà, Eloge Francis Attali, sur cette question, il faut préciser pour que l'information soit complète que ce qui, quand nous avons parce que nous avons le rapport sous les yeux, ce qui est intitulé, en tout cas ce qui a été agrégé en ce qui concerne les montants, ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est la somme en tout cas, c'est les montants indicatifs des différents marchés. Ce n'est pas le préjudice quelconque subi, c'est le listing des montants de tous les marchés qui sont concernés. Voilà.
Non, je crois évidemment qu'il faut rappeler au docteur qu'en fait, on ne peut pas parler de corruption. Même si c'était le cas, c'est présomption, peut-être corruption, parce qu'il faut d'abord que le préjudice soit... Mais oui, les autorités contractantes, en fait, ceux qui sont impliqués, produisent les justifs. Parce que là, le processus continue. Hein. Bon, c'est à défaut de preuves qu'on peut maintenant engager d'autres procédures. Parce que vous savez que la RNP est sous la tutelle de la présidence de la République. Et on est passé évidemment des CCMP depuis un moment là aux commissions d'ouverture et d'évaluation qui accompagnent en fait les PRMP dans toute la chaîne. C'est-à-dire en fait contrôle, passation, exécution et puis contrôle. Ça veut dire qu'a priori il ne doit pas avoir de fausses notes. Mais c'est des humains, parce que les tests sont là, il faut pouvoir lire les tests et se conformer aux tests. Ici, c'est en fait des défauts de malcompréhension des tests dans l'exécution, ou une méconnaissance par moment des tests. Parce que les irrégularités qui ont été relevées, bon, peut-être qu'il y a des soupçons de corruption, mais on ne peut pas le dire tout de suite. Hein, parce que il y a quand même une procédure, il y a l'appel d'offres. Bon, par moment, on ne voit pas clairement comment, quand c'est lancé, est-ce que même ceux qui ont soumis, ceux qui ont fait des offres, est-ce qu'on leur a notifié après qu'ils n'étaient pas qualifiés à exécuter le tel. Bon, il y a quand même quelques flous. Et je crois que la commission qui a travaillé a été méticuleuse. Et je crois que le rapport de synthèse que moi j'ai parcouru permet de lire qu'en fait, il y a des défauts, des irrégularités qui relèvent d'une méconnaissance en fait des procédures. Et ça, il faut aller à la formation des agents en fait des PRMP, parce que ça me frappe un moment que je crois la RMP a commencé par épingler, notamment les PRMP au niveau des mairies. Oui, justement. Il y a même qui ont été sommés de ne plus servir pendant 5 ans. Et il y a eu des sanctions qui sont tombées à un moment donné. Même le 4 août dernier, il y a un lot en tout cas de responsables, de personnes responsables des marchés publics qui ont été exclus de la commande publique, que ce soit des entreprises. Quand les erreurs sont avérées, ça veut dire que la PRMP prend des mesures en fait, des mesures coercitives. Et c'est l'idéal, faire en sorte que les fonds publics et les commandes publiques soient mieux gérés. On ne peut que saluer la RMP pour cette autosaisine. Parce qu'en général, on attend que les faits se produisent. Mais ça, c'est une autosaisine pour avoir une idée claire. Ça permet d'avoir une vue synoptique sur la conduite du processus de préparation des marchés, d'exécution et de contrôle. Et au niveau des ministères, des agences et des mairies, je crois qu'il faut, c'est une démarche salutaire. On sait que tous les responsables, en tout cas les personnes responsables de ces commandes publiques, les personnes responsables de la passation de ces marchés publics ont été retenues, pour la plupart en tout cas dans des bases, sur des qualifications bien précises. Évidemment, l'erreur est toujours humaine, c'est-à-dire que on est dans un processus, c'est-à-dire qu'il faudra encore du temps pour que les procédures soient respectées stricto sensu, ou alors on peut se dire que de toute façon, il y aura toujours ici et là quelques grains dans la machine. Oui, bien évidemment. En fait, je voudrais revenir un peu en arrière pour en fait préciser une idée. Il ne s'agit pas de banaliser en fait 130 milliards. Parce qu'en vérité, de quoi il est question, ce n'est pas en fait 130 milliards dilapidés. Ce n'est pas 130 milliards de marchés non exécutés. D'accord? Je prends un exemple. Il y a un marché peut-être de 5 milliards. Où à l'audit, il s'est révélé que, en fait, peut-être on n'a pas respecté le délai de publication. Ou bien on n'a pas rendu disponible, en fait, le procès verbal de clôture. C'est une irrégularité. Tout le reste du processus peut avoir été bien fait jusqu'à l'exécution et tout ça. Mais ça reste en fait une irrégularité. Donc pour dire en fait que ce n'est pas 5 milliards de marchés non exécutés ou dilapidés. Ce n'est pas 5 milliards de préjudice. De préjudice. Donc c'est de s'assurer en fait que les règles de l'art en termes de passation de marché soient respectées pour ne pas être au préjudice peut-être des uns ou bien des autres, en fait, des opérateurs économiques qui soumissionnent, ou bien, en fait, peut-être ce qu'on peut appeler, en fait, les abus de position dont les gens vont preuve à certains moments donnés pour orienter vers A ou B. En fait, ce sont de ces questions-là qu'il s'agit. Ce n'est pas 130 milliards de préjudice à l'État. En fait, le travail qui se fait,
c'est de faire pour arriver à une sorte d'harmonisation ou à une sorte de, comment dire, une certaine performance ou une certaine clarté, en fait, dans les prises de présentation de marché public. Donc, je voudrais repréciser pour ne pas qu'on pense que, bon, 30 milliards, 130 milliards ont été dilapidés et que nous serions en train de les banaliser. Ce n'est pas ça. C'est une question de respect de procédure. Et donc, chaque fois qu'il y a une encoche là, quelque part, l'autorité relève ça pour que cela véritablement serve en fait des méthodes en fait comment dire, de rémédiation d'une certaine façon. Si, que je l'ai dit tantôt, si c'est de la formation complémentaire ou bien des sanctions d'une certaine façon, en raison de la nature de l'impair commis, en fait, il leur revient en fait de prendre les options nécessaires en cette matière. Je pense qu'en ce qui concerne la base de données, j'en viens à votre question, c'est en fait quand vous voyez aussi bien pour ce qu'on a créé pour ceux qui sont en fait les financiers, même la dernière fois au niveau de nos administrations décentralisées, c'est une manière de pouvoir donner la chance en fait à tout le monde. C'est une façon, c'est-à-dire quoi, vous avez votre diplôme par exemple de marché public, vous êtes admis à être sur cette liste-là. Quand bien même vous n'avez pas peut-être forcément une expérience pertinente en la matière. Nous avons vu en fait des SE ou bien des responsables des services d'affaires de manière qui au début se sont véritablement perdus d'une certaine façon parce que en fait la célérité avec laquelle le dossier a été, comment dire, la mise en place a été faite a bouleversé beaucoup en fait dans la démarche. Ça peut être la même chose au niveau en fait de ces personnes-là prises de la base de données et positionnées à tel endroit en tenant compte bien sûr des comment dire des questions de performance dont ils auraient fait preuve lors des différents tests. Mais ça reste que en fait pour certains ça demeure en fait quelque chose de tout nouveau en fait ou pas complètement tout nouveau, mais il y a forcément en fait des choses à encore apprendre. Il y a en fait ce qu'on appelle l'intégration véritablement qui n'a pas encore été pour certains d'entre eux. Et donc, c'est pourquoi, en fait, moi, c'est plutôt, en fait, l'idée derrière ces audits-là que je salue, l'idée derrière, qui est de pouvoir véritablement voir est-ce qu'il y a des irrégularités pour penser à comment les résorber. Maintenant, la nature des irrégularités va permettre de savoir est-ce que c'est véritablement un problème peut-être de corruption ou bien un problème de peut-être d'appropriation en fait des procédures ou pour certaines personnes, c'est simplement des questions de négligence. Vous parlez par exemple de PV qui n'a pas été rendu disponible ou bien de la liste des souscriptions qui n'a pas été en ordre. Donc, c'est des questions même de négligence qui peut très vite passer et qui peut véritablement porter sur de gros montants. Ce n'est pas les montants qui ont été en cause, mais c'est la procédure en fait de passation de ces marchés-là qui sont en cause. C'est bien vrai, comme vous le dites, il peut y avoir forcément en fait des actes comment dire, d'orientation ou bien d'abus de position qui tend à vouloir favoriser X au détriment de Y. Ça, si c'est de cela, je suis d'accord pour que l'on s'en sorte. Mais si c'est question de procédure de négligence, s'il y a des sanctions administratives, ça viendra. S'il y a en fait des moyens de remédiation en termes de formation de recyclage, c'est encore là bienvenu. Dr Paul Marie Ouessou, c'est-à-dire que nous sommes dans une sorte de, au-delà de bien sûr à quoi vous appelez, on est dans une sorte de processus vertueux. On a commencé par mettre dans un même panier tous ceux qui sont d'abord qualifiés potentiellement pour exercer ce type de fonction. Et petit à petit, l'autorité de régulation veille à ce que, en tout cas, le cahier de charges qui leur est assigné soit respecté et que ceux qui doivent être sanctionnés soient sanctionnés. Je rappelais que ce même 4 août 2023, certaines personnes responsables des marchés publics ont été exclues pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Certaines entreprises aussi sont interdites de soumissionner pour la commande publique pour en tout cas des durées variables. Est-ce qu'on n'est pas engagé là dans une sorte de processus qui permettrait quelque peu d'avoir un système de passation de marché, non pas, disons, au-dessus vertueux, mais quand même arriver à garantir un seuil important de transparence et quand même d'égalité des chances pour tous, pour qu'il y ait moins de corruption?
Oui, bon, je vais dire que j'ai entendu la question à peut-être un tiers de ce qui a été dit. Bon, votre prédécesseur parle, j'entends clairement, mais quand vous parlez, quand Eloge parle, j'entends pas très bien. Bon, mais ce que je veux dire, après l'avoir écouté et après avoir entendu quelques bribes de ce que vous avez dit, c'est que si les sommes ne sont pas en jeu, moi, je suis au regret de dire, mais je ne sais pas pourquoi on jette ça dans l'opinion publique. Si les sommes ne sont pas en jeu, ça c'est des questions d'irrégularité simple dans une administration. Il faut donc discuter avec les uns les autres, régler les problèmes à l'interne, plutôt que de mettre ça dans le public. Mais si les sommes ne sont pas en jeu, les audits habituellement sont faits pour être publiés. Dans le cahier de charges des différentes autorités de régulation, en tout cas des structures de régulation. Oui, je veux croire que c'est la norme. Il faut rendre les audits publics. Mais voyez-vous, quand ce n'est pas une question où ça touche directement à l'argent, et que c'est des irrégularités simples comme ça, je crois que c'est plus chromo de travailler et discuter cela à l'interne et avec les uns les autres. Peut-être parler de négligence, c'est possible, mais c'est aussi peut-être le niveau de formation qui n'est pas la même pour tout le monde sur le système et qui fait que les uns les autres, certains vont faire d'une certaine manière, d'autres vont faire d'autres manières. Et donc moi, je voudrais penser que vraiment les sommes ne sont pas en jeu, encore que lorsque nous parlons de la corruption, ce n'est pas au niveau de ces petites irrégularités qu'il y a problème. Vous le connaissez bien chez nous, ce n'est pas nécessairement au niveau de ces petites irrégularités qu'il y a problème, qu'il y a le vrai problème. On peut avoir un dossier très très régulier, mais qui pose des problèmes de corruption. Donc, je voudrais simplement croire que on va très rapidement passer ce sujet, passer la page de ce sujet-là, parce que vous voyez ces choses-là, quand ce n'est pas des choses de niveau où l'opinion publique doit s'en saisir, quand on les jette comme ça fait de la confusion et ça fait que la toile s'enflamme et ça dispute, ça parle. Bon, on parle de corruption et puis bon, je pense très sincèrement que il faut revoir peut-être ceux qui ont été nommés à ces postes-là de façon transversale au niveau du territoire national, revoir leur formation, peut-être, je ne sais pas, renforcer leur formation pour que les procédures soient unanimes, pour que ça ne crée plus de problèmes dans le futur, et que nous puissions ne pas trop focaliser l'attention sur ces sujets lorsque ce n'est pas des faits qui touchent réellement au bien public. Voilà. Eloge Francis Attali, avant de vous donner la parole, on va faire un tour à la régie rapidement. Voilà, quelques ajustements techniques pour votre confort d'écoute. Eloge Francis Attali, nous en étions à cette même question. Sommes-nous, selon vous, dans un processus vertueux qui devrait amener à parfaire les procédures de fil en aiguille, jour après jour, pour qu'on en arrive à un système assez performant? Oui, le processus est vertueux parce que vu qu'en créant la base de données, c'est pour avoir une idée sur le profil de ceux qui peuvent animer ces différentes entités. Et puis, le contrôle est souhaitable parce que ça permet évidemment de corriger ce qui est corrigible et de remédier à certaines erreurs. Et il y a une pédagogie qui accompagne tout ça parce que, in fine, ça porte en fait sur l'exercice 2020, l'exercice budgétaire 2020. Il y a d'autres exercices qui sont en cours. Donc, c'est faire en sorte que les gens puissent tirer leçon des anomalies constatées afin d'améliorer évidemment les procédures pour les exercices à venir. Donc, je crois que c'est ça le but évidemment de l'audit.
Et c'est vrai que s'il y a eu des erreurs plus graves que ça, la RMP qui a des sanctions qui vont avec. mais oui, des sanctions, parce qu'il y a une grille de sanctions que la RMP en fait applique. Dans ces conditions, on peut s'assurer que les acteurs, en fait, vous savez, c'est sur la base de la compétence. Il y a peut-être quelques tests auxquels on les soumet, mais on n'a pas encore l'autre baromètre. En fait, entre guillemets, je vais sortir un néologisme, en fait, le sincéromètre, pour voir quel est le degré de sincérité de ceux qui sont appelés à animer les entités dont on parle. Donc, il peut arriver qu'en chemin, qu'il y ait des anomalies ou des intentions malveillantes qu'il faut peut-être décourager à travers la grille des sanctions. Je crois que l'ANP fait déjà du travail. Il faut d'abord saluer ça et nourrir l'espoir que les conclusions du rapport synthèse, en fait, conclusions de ce rapport permettront d'améliorer. Ça va peut-être inciter les acteurs qui sont encore dans la charge à améliorer pour les exercices qui sont en cours. L'exercice 2023, on a encore les 24, 25, 26. Donc, vous savez, il y a le triennal 2024-2026. Donc, ça fait en sorte que au fil des ans, qu'on puisse améliorer les procédures pour qu'il y ait de la transparence et qu'on décourage les indélicats. Voilà. Je tiens à préciser par rapport au thème, à la thématique de ce dont nous discutons depuis le début de cette émission, c'est bien des irrégularités retenues suite à un audit de 138 structures contractantes et qui porte sur un total de 130 milliards de marchés publics. Donc ce n'est pas 130 milliards d'irrégularités qui ont été décelées. Il faut bien qu'on colle à ce qui a été publié par l'autorité de régulation. Mais on a comme l'impression, à la lumière de ce que le docteur Paul-Marie Ouessou disait, et c'est un peu comme s'il se plaignait presque que ce ne soit pas concernant l'argent, qu'on ne parle pas d'argent. Donc ça veut dire que quoi, bon, quand c'est des procédures, ce n'est pas bien grave. Quand c'est de l'argent, alors là, c'est croustillant. Quand on parle de détournement, c'est plutôt intéressant. Ah non, ça peut être bien grave. Ça peut être bien grave si vous savez en fait ce que c'était en fait le marché public au Bénin, c'est le nez même de la corruption, François Xavier Noumon. C'est-à-dire quoi, moi je n'ai pas peut-être les qualités nécessaires, c'est Francis qui en a, Francis Loatali qui en a plus que moi, mais vous, responsable des marchés, je vous glisse en fait la patte, et donc c'est moi je gagne le marché. La qualité d'exécution ne soit pas forcément telle que Francis va le faire. À force de graisser la patte aux gens, je n'aurai plus en fait la marge nécessaire pour pouvoir exécuter en fait comme cela se doit en fait le marché. Donc cela a sans doute un impact sur la qualité de l'exécution d'une certaine manière. Donc on a vu dans ce pays pour un certain nombre de marchés que au final, le prestataire dit bon, ce que j'ai pu avoir moi-même après avoir distribué, voilà ce que ça a pu faire. Et donc, le reste, tout le monde est amoulé, mission de contrôle, tout le monde est amoulé. Donc, le marché ou le chantier est resté comme ça. Rien n'a plus évolué et il n'y a personne, donc, en fait, pour dire quelque chose, parce que tout le monde sur la chaîne avait été moulé. Donc, en fait, c'était ça, en fait, nos marchés publics. Ce n'est pas que des détournements, mais c'est des actes de concussion, c'est des actes de corruption ou d'abus de position, ainsi de suite. Pour beaucoup même, vous savez, on parle de qualité, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire quoi, vous êtes en pole position, c'est vous qui avez toujours fait ça. Vous êtes une entreprise peut-être qui a peut-être de la matière en la matière, mais parce qu'il y a ce marché-là, moi je suis responsable, je vais réveiller en fait mon frère qui est à la maison pour dire viens créer une structure parce qu'il y a tel marché, je vais tout faire pour que tu aies ce marché. Donc les gens viennent est nihilo, gagnent des marchés, font des sous-traitances à un moment donné qui viennent compliquer en fait tout. Donc en fait c'est véritablement de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas que, en fait, le détournement de numéraire. Il y a que le respect des règles et procédures est le gage de ce que
le marché aille véritablement à ceux qui sont qualifiés pour l'exécuter, et cela en va aussi de la qualité de l'exécution de ce marché-là. Donc, ce n'est pas en fait, ce n'est pas, pour reprendre les mots de docteur Paul Maillot-Rossou, ce n'est pas à banaliser, d'accord, parce que c'est véritablement une préoccupation majeure dans le domaine par exemple, des marchés publics, et il y a à saluer que l'autorité de régulation veille quotidiennement à cela. Voilà. Un dernier mot là-dessus. Oui, c'est pour améliorer les pratiques. Donc, il faut dire à Dr Paul Maillot-Rossou qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la monnaie sonnante trébuchante qui va pouvoir motiver les réflexions que nous menons ici sur les plateaux. Il y a aussi la bonne conduite des opérations. Donc, ça rentre dans les procédures et c'est ça qui permet de dissuader en fait ceux qui sont tentés de mal faire. Parce qu'il y a les tests, il y a les décrets d'application, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on exécute ces marchés. Il faut tenir compte de l'environnement. Et puis la période sous revue. Cette période, c'est le budget S6 2020. Donc il y a plusieurs exercices. Donc ça permet évidemment, pédagogiquement parlant, d'améliorer évidemment les procédures et puis les pratiques en matière d'attribution de marché, d'exécution de marché. Vous savez évidemment que l'État, c'est un nid de corruption. C'était un nid de corruption. Et ça peut continuer à l'être, mais il faut qu'on étouffe les velléités de corruption dans ce domaine pour que ce soit un jeu plus équitable. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire en temps. Nous avons perdu en chemin le docteur Paul Maillot-Rossou, dû à des conditions, en tout cas, d'écoute assez délicates. Donc, nous avons dû abandonner la liaison depuis le Malawi. Voilà, nous espérons le retrouver en semaine physiquement sur ce même plateau. Nous allons passer au second sujet. Nous allons parler du port autonome de Cotonou. On sait tous que depuis, en tout cas, c'était de l'autorité publique, depuis des décennies, le port autonome de Cotonou était censé bénéficier, en tout cas, d'une sorte d'élargissement de ses capacités d'accueil, de traitement, ainsi de suite. Il a été question même de la création d'un autre port. Aujourd'hui, on en est, avec ce gouvernement, on en est venu à arrêter l'idée de l'extension du port, vraiment de gros travaux qui sont d'ores et déjà engagés pour un montant au total à peu près d'un demi-milliard de dollars, environ 461 millions de dollars, à peu près 302 milliards de francs CFA. Et la Banque africaine de développement vient d'apporter son appui d'environ 63 milliards de francs CFA pour l'extension du terminal 5 et du parking, en réalité du parking tampon de Zongo. Oui, vous savez évidemment que le port de Cotonou, en fait, comme vous voulez qu'on l'appelle ici, c'est le port autonome de Cotonou. Oui. Ce port, en fait, qui a été construit entre 1959 et 64, puisque en fait les travaux ont fini le 16 décembre 64, le premier paquebot a accosté le 24 décembre 64, le port a été inauguré le 1er août 1965 à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du Dahomey. Mais depuis 1965 à aujourd'hui, il faut avouer que le port a connu, puisque le port a une capacité initiale de 1 million de tonnes de marchandises. Mais à partir des années 82, on a fait l'extension parce que le port a dépassé ses capacités initiales. Et le port continue encore, de par le volume du fret que l'on brasse, a demandé des travaux neufs, mais aussi la modélisation et l'extension, au point même qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait aller à la construction d'un nouveau port. Ben, il faut avouer que dans le document de stratégie pays qu'on adresse en fait au niveau du groupe de la Banque africaine de développement, il y a un volet en fait qui prend en compte le PAG et qui stipule que le Bénin a le souci de renforcer les infrastructures de transport, mais aussi les d'appui à la production, mais aussi les infrastructures d'appui à la compétitivité économique. Et c'est sur ce volet que, évidemment, la banque a autorisé un certain nombre de crédits pour permettre d'engager des travaux sur la modernisation, en fait, c'est ça, pour mettre notre port au fait. En fonction des capacités, évidemment, du fret. Vous savez que c'est un port qui décède des pays de l'Irlande, c'est pas notre port. Vous savez que sur le volume de marchandises brassées, je crois, en 2022, c'est 12,5 millions de tonnes. Or, on envisage d'ici à 2038 faire 23 millions de tonnes. Or, ce port,
il y a 49% du trafic qui va en fait vers les pays de l'Interland, y compris le Nigeria qui n'est pas de l'Interland. Le Nigeria fait 5% en fait du trafic. Le Burkina fait 4%, le Mali fait 3%, mais le Niger fait 37%. Vous savez que donc, notre plus gros partenaire, c'est le Niger. Et ce port a été conçu de façon stratégique, parce que pour le colonisateur, il faut faire en sorte qu'on puisse non seulement permettre aux pays de l'Interland de pouvoir drainer leur production agricole, les minerais, vers Cotonou, en fait, où il existe un port, en fait, une place maritime. Et assurer le débarquement des produits à Cotonou pour éclater la cargaison vers ces pays-là. Donc, ça permet de faire l'économie de traite, c'est-à-dire l'économie de circulation des produits. Ça arrange. Et pour ce faire, on a créé, en fait, des routes qui correspondent, en fait, à la politique coloniale. C'est-à-dire la route qui dessert la route nord-sud, c'est-à-dire, en fait, ça quitte le nord pour le sud. C'est la RI2 que vous avez. Et puis, bon, pour les côtes, là, on a créé une transcôtière. Parce que le Bénin, c'est entre le Togo et le Nigeria. C'est un rectangle. Bon, maintenant, qui s'est évasé à un moment donné, à la latitude de Copago, Bembereke et autres. Donc, quand on voit ce couloir, en l'absence d'obstacles naturels, c'est un bon pays de transit qui doit aider, en fait, à faire le commerce. Et ça permet de rentabiliser non seulement les finances qui ont été injectées par le colonisateur. C'est-à-dire que le port a été réalisé, je crois, à 91,22% par les crédits du FAC. En fait, et puis, le FED a fait 8%. Le budget national n'a sorti que 0,3%. Donc, et ça a été exécuté par des entreprises françaises. J'ai fait un travail sur le port, l'aéroport, le chemin de fer. Donc, ce port aujourd'hui a besoin des investissements de crédit neufs pour pouvoir être fait, pour répondre en fait aux sollicitations. Notamment, les réformes ont permis de fluidifier en fait le travail au niveau du port, et il faut que ce port se modernise davantage pour répondre aux besoins, non seulement de trafic de marchandises, mais aussi de desserte des pays de l'Interland qui ont grand besoin de nous. Voilà. Donc, ce n'est pas que le port de Cotonou, c'est aussi le port de toute l'environnement. De l'environnement, oui, évidemment. Sahélien, puis accessoirement du Nigeria qui est à côté aussi. Ça me rappelle le dernier passage du président Bazoum à Cotonou. Je dis président Bazoum à Cotonou. Le pétrole du Niger, c'est le pétrole du Bénin. Et le port du Bénin est également le port du Niger. En parlant de coopération bilatérale. Et oui, le port du Bénin n'est pas que celui du Bénin, c'est le port du Bénin, celui du Mali, du Burkina, du Niger, un peu du Nigeria. Et donc, avec le développement en fait des activités portuaires, il était nécessaire que le port étende ses capacités et travaille à se moderniser. Et le plan, ou le schéma directeur 2021-2023 avait prévu un bagatelle de, comment on appelle, 302 milliards qui devait financer par les prêts et par les capitaux propres du port, parce que le port a, dans la nouvelle dynamique, a la capacité aujourd'hui lui-même, en fait, d'avoir des capitaux propres pour faire face à ces investissements. Et donc, la base, rassurer en fait du projet et en fait des effets d'entraînement que cela pourrait avoir au Bénin et bien au-delà, c'est bien heureusement positionné. Donc, comme pour dire que nous sommes sur le bon chemin, la mobilisation des ressources pour l'atteinte de cet objectif est sur la bonne voie et nous sommes davantage assurés que en fait aujourd'hui il y a en fait une certaine pragmatisme dans la mobilisation des ressources. Et le Bénin se positionne en fait comme aussi un pays assez crédible en cette matière. Donc, ce n'est pas si compliqué que en fait les partenaires financiers eux-mêmes se positionnent très rapidement, ou bien même des fois, comme je l'ai entendu quelque part, nous font la cour pour être positionnés sur tel ou tel projet. Donc, c'est à saluer. Donc, il reste à ce que dans les jours sur les années à suivre, nous voyons cela démarrer pour le bonheur de notre port et des acteurs portuaires. Comme je l'ai dit tantôt, cela en va en fait de l'évolution en fait des flux de transactions qui ne cessent d'augmenter en fonction en fait de la dynamique de chaque pays. Alors, en réalité, les critiques qu'on entendait habituellement, c'était que le port de Cotonou était
plus cher que le port de Lomé. On a tendance plutôt à comparer le port de Cotonou au port de Lomé, puisqu'on est compétiteur, on est concurrent sur les mêmes niches, et aussi on tente de capter ce trafic vers des pays de l'Interland. On peut admettre qu'ils ont une certaine longueur d'avance, mais en réalité, quand on regarde très bien, c'est par rapport aux spécifications techniques du port. Le port de Lomé avait un plus grand tirant d'eau. Avec les travaux qui sont en train d'être entrepris, nous serons peut-être peu ou prou à la même profondeur, donc ce qui permettra au port de Cotonou d'accueillir les mêmes types de navires, les grands Panamax, les Panamax plutôt, parce qu'un Panamax est déjà assez grand, donc les bateaux de grande taille. L'extension, les hectares de stockage, en tout cas pour les différents terminaux. Ici, pour le terminal 5, on parle de 20 hectares. En tout cas, il y a de grands travaux pour pouvoir se mettre au même niveau que Lomé. Quand on sait que Tema au Ghana et Abidjan aussi ont fait les mêmes types de travaux ces dernières années. Donc en réalité, c'est des travaux indispensables pour que notre port soit, disons, aussi compétitif que les autres. Vous savez qu'un des soucis du chef de l'État quand il venait au pouvoir, c'est faire en sorte qu'on puisse moderniser le port, mais aussi le rendre très compétitif. Et les réformes ont été engagées dans ce sens. Parce qu'en fait, on attendait plusieurs fois et on s'est retrouvé dans un cul-de-sac. Il faut une thérapie de choc. Je crois que le gouvernement est en train d'opter pour une thérapie de choc qui a été saluée parce que nous avons une bonne signature. Et qui nous permet de lever des fonds pour pouvoir faire de travaux concernant l'infrastructure portuaire, qui reste en fait le cœur, le poumon de l'économie nationale. C'est ce que la plupart des économistes disent. Mais vous savez évidemment que ce port a connu en fait des réformes qui ont permis de signer des contrats avec le port d'Anvers, qui gère depuis 2018. C'est un contrat de gestion. C'est des contrats de gestion en fait, je crois, sur 3 ans, renouvelables 2 fois. Bon, je n'ai pas un rapport d'évaluation sur les performances financières actuelles, mais au plan technique, c'est qu'il y a une fluidité et il n'y a plus de navires qui séjournent longtemps au port dans le bassin et ça permet d'éviter les surestaries parce qu'en fait, ça qui tue les opérateurs. Donc, dans l'ensemble, il faut dire que vu la fluidité du trafic et le volume du trafic, parce que ça a augmenté de 5% de 2022, je crois, à 2022, il y a eu une augmentation de 5%. Donc ça oblige évidemment qu'on puisse renforcer non seulement les travaux liés à l'amélioration de la qualité de l'infrastructure portuaire, mais aussi faire en sorte que les méthodes de gestion permettent, parce qu'il y a même un système de gestion intégrée numérisé qui permettra voilà. Donc je crois que c'est une façon de moderniser davantage l'infrastructure portuaire qui est en fait le vrai poumon de l'économie nationale. Et l'option que les banques font de nous accompagner dans cette dynamique est d'autant plus salutaire parce que la qualité de la gestion fait que nous avons une bonne signature au niveau des banques, donc ça facilite un peu les opérations. Ça permettra aussi, parce que je crois que c'est signé le 14 juillet, je crois que c'est le 14 juillet dernier que la banque a ordonné qu'on libère les fonds au Bénin pour que ces travaux soient engagés. Ces travaux doivent durer, je crois, 3 années. 3 années. Donc au thème de ces 3 années de travaux, notre port va atteindre un degré de compétitivité qui nous permettrait d'être en capacité de servir les pays qui sollicitent en fait cet espace maritime. Parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le Bénin. Il faut tenir compte des pays qui n'ont pas cette façade maritime et qui sont bien obligés de faire les opérations portuaires à partir de Cotonou, notamment les pays, les nations, les républiques sahéliennes. Couplé, même jusqu'au Tchad avant, même au Tchad, il y avait le trafic qui allait jusque vers le Tchad. Vous savez que le Tchad, c'est un pays désertique, sahélien aussi. Pas d'accès à la mer. Ce projet comprend aussi le réaménagement du parking poids lourd qu'on connaît tous à Zongo, sur un site de la construction, sur un site de 13 hectares. Donc il y a une extension aussi de ce côté-là. Maintenant, c'est plusieurs composantes. C'est plusieurs composantes. Oui. Voilà, ça permet de revenir sur un fait anecdotique. On se souvient tous ici que l'axe du port autonome de Cotonou qui a été refait
ces derniers mois avait attiré beaucoup de critiques, alors que quand on parle de poids lourd, en réalité, la chaussée a été renforcée pour permettre une dégradation moins rapide, puisque tout le monde se rend compte que ce trafic est préempté de façon, disons, presque exclusive par les poids lourds qui sortent du port, qui stationnent, qui vont déverser, qui viennent. Et donc, la chaussée ne peut pas être de la même solidité que celle empruntée par les véhicules, disons, en tout cas les véhicules en griffe normaux, en tout cas les véhicules légers. Et en fait, il y a noté, quand vous prenez là aujourd'hui, une sorte même de, je ne sais pas si c'est de la discipline ou bien une sorte d'organisation, d'accord, qui permet, quand bien même les poids lourds là sont stationnés, la fluidité du trafic. Ouais. Vous voyez, d'abord, quand vous sortez du port, en fait, la rue, comment dire, le voie de la Marina, vous ne voyez aucun gros porteur prendre par là. De ce côté aussi, vous ne voyez pas. En fait, le seul A, c'est la LAS devant port qui passe devant Carrefour 3 banques. Et vous allez voir, la chaussée a été élargie. Donc, en fait, il a été réservé même carrément un couloir, en fait, pour le tour. En fait, il y a quand même, vous savez, ils ont été toujours un problème de circulation. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'en fait, on a trouvé le bon moyen pour résoudre ça. Alors qu'on ne pouvait pas faire ça sans renforcer, en fait. Parce que vous souvenez Carrefour 3 banques, il y a une petite station à gauche là, qui n'était plus fonctionnelle. L'état de la voie à ce niveau-là, franchement, cela 56 ans, ce n'était pas de la meilleure voie. Cela, comment dire, contribue aussi au bouchon pas possible qu'on a l'habitude d'observer. Et tout ceci participe de ce que nous êtes en train de dire, en fait, de la compétitivité du port. Parce que pour moi, la compétitivité se mesure sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la capacité du port, de notre port, à pouvoir accueillir, en fait, les navires, quelle que soit leur taille. C'est la politique douanière, d'accord, qui permet, en fait, aux investisseurs ou bien aux opérateurs économiques de préférer notre port à celle d'un autre. Et je disais tantôt, cela participe aussi de la capacité de mobilisation de ressources et de la gestion, en fait, qui est faite du port. Il ne vous a pas échappé que cela a été pris en compte, d'où je me rappelle que ça a été, comment dire, la fameuse, est-ce que c'était beau ce que les gens ont pris en termes de vote par rapport à la gestion du port, où la fameuse phrase était sortie, le chef de l'État disait, si je voulais être populiste, je pourrais confier la gestion du port à un partisan politique, à un parent, à un ami, vous allez boire en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Mais je n'ai pas voulu faire ça de cette façon. C'était le vrai contexte. C'était vraiment le vrai contexte. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu faire ça, en fait, pour que, de cette manière, pour aboutir, en fait, à une, peut-être, gestion assez sur le résultat. Sinon, en fait, ça m'aurait été plus politiquement profitable de prendre, en fait, l'autre option. La troisième, comme je disais tantôt, c'est que, en fait, il y ait la fluidité, d'accord? Que, en fait, on sache véritablement, si moi je suis transporteur, je sais que Cotonou, Malanville, je dois faire tel nombre de trucs là, ou bien les voies qui desservent, en fait, le port permettent véritablement de pouvoir circuler et cela ne crée pas, en fait, de problèmes de circulation. C'est pourquoi nous avions tendance, que vous vous souvenez au Bénin, que nous, quand on circule, en fait, les aires de la route, on voit très mal souvent, en fait, les gros porteurs. Alors que, comme quelqu'un m'a dit, ce sont les gros porteurs qui nous nourrissent chaque jour. En fait, le pain que tu as dans ton sac, c'est le gros porteur. C'est le blé qu'ils ont sorti du port. C'est tout là. Donc, en fait, on n'est pas d'accord, mais on est obligé de faire avec. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, tout est mis en œuvre pour que si, comment dire, les objectifs se poursuivent dans quelques années, comme vous venez de dire, la compétitivité, parce que je suppose, moi, en termes de tout là, il s'agit de comparaison Bénin, port de Lomé, port de Togo, il s'agit de politique budgétaire, de questions de politique budgétaire, de contraintes de chaque pays, d'une certaine façon, à un moment donné. Et donc, lorsque, en fait, la stabilité sur un certain nombre d'aspects auront été établis, je pense que nous pouvons véritablement nous positionner sur tous les plans pour que, en termes de compétitivité, le Bénin soit imbattable dans la sous-région
plus précisément dans la sous-région côtière. Oui. Mais c'est aussi une question de vision, parce que vous savez qu'il y a des navires qui peuvent venir, qui sont des gros porteurs, en fait, qui vont rester en rade. Parce que pour que ça vienne, les tirants d'eau, pour que ça vienne dans le bassin, c'est difficile. Oui, c'est pourquoi je parlais de tirant d'eau. Il y a un travail qui est fait de ce côté-là aussi pour approfondir le port de Cotonou. Ce que vous voulez dire, c'était une forme de boutade, mais c'est une réalité. Peut-être que l'autre pan de la réforme devra être, disons, une incitation pour moderniser un peu le parc des véhicules poids lourds, parce que quand bien même ils ont leur voie à eux, il y a quand même des épaves qui continuent de menacer quelque peu on va dire la vie des conducteurs ou des citoyens, parce qu'il y a on peut le dire, tout le monde le remarque, que parfois c'est un camion qui transporte des conteneurs qui sortent du port, sont des dangers publics ambulants. Je crois que cette doléance que vous formulez, en termes de boutade, je crois que le gouvernement suit, et le ministre de cadre de vie qui a désormais le portefeuille de transport, cela, porter ça en communication. Peut-être des incitations. Ça fait même un bon agencement. Oui, cadre de vie, les deux préoccupations en un. Mais aussi, voilà, c'est ça. Donc, il va porter ça en fait, dans le cadre d'une communication en Conseil des ministres pour que ce soit une réalité. Bon. Mais en tenant compte des réalités des acteurs aussi. Oui, peut-être des incitations fiscales pour permettre François Xavier nous parle en tant qu'expert transport maritime. Non, loin de moi, loin de moi de me réclamer de cette expertise. Merci Eloge Francis Attade, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci Julio Tometti, analyste politique et juriste, et Dr Paul-Marie Ouessou. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller au bout de notre liaison de ce soir. Rendez-vous est pris dans la semaine avec vous physiquement sur le plateau. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver cette émission sur notre compte YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre compte Twitter Télé Live, notre page Facebook Télé en direct, et nous serons ravis de vous retrouver demain, même heure, pour d'autres développements.